Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. 11h07 et 7 secondes sur Alger Chaîne 3 pour la petite précision. Alors, émission assez spéciale aujourd'hui. On avait déjà commencé le 4 décembre 2024 pour parler d'un crime colonial assez douloureux. C'était le chloroforme du côté de l'Ouate, 4 décembre 1852, premier crime chimique du colonialisme français. On continue ce mercredi 22 janvier. Même thématique, pratiquement même personne. Maître Ben Baraham, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialisé dans les crimes coloniaux, j'allais dire malgré vous. Et question directe, Maître Ben Baraham, est-ce que, finalement, est-ce que la colonisation n'est pas en soi une série de crimes coloniaux? Bien, merci pour cette question. Et c'est vraiment la question de l'heure pour tous ceux qui veulent connaître la véritable histoire, et là je dirais franco-algérienne, parce que c'est la France qui nous a envahis, c'est la France Qui s'est qui s'est déplacé vers l'Algérie déplacée vers l'Algérie. et qui voulait se déplacer en Algérie. Voilà. Et donc, très bonne question. En fait, la colonisation est un chapelet de crimes contre l'humanité. De 1830 à 1962, ça a été un crime contre l'humain, contre la terre, contre l'espace, contre le territoire, contre les animaux, contre L'atmosphère, on parle des jusqu'en crimes 62. atomiques de Reagan et d'Einecker. Et après, il y a eu une deuxième colonisation, c'est celle de l'esprit, qu'on appelle l'esprit colonial, qui se situe déjà entre 1962, ce qu'ils appellent l'après-guerre, et à ce jour, Et qui continue. pour aboutir à ce qu'on appelle aujourd'hui le néocolonialisme. Donc, vous voyez que dans l'espace et dans le temps, la colonisation perdure. Perdure par ses hommes et par ses actions. Les crimes continuent à ce jour, et nous en avons un qui est le plus bel exemple. Eh bien, c'est les explosions chimiques de 1960 jusqu'en 67 qui continuent à ce jour de produire des effets mortels sur la personne et des effets sur le gène humain, c'est-à-dire la génétique, n'est-ce pas? Il y a peut-être une petite précision, si vous permettez, Maître Ben Baraham. Souvent dans la littérature, malheureusement y compris algérienne, on lit essais. Les essais se font en général lorsqu'on parle d'activités scientifiques ou techniques en laboratoire, dans un centre d'essai, mais jamais en atmosphère libre. Lorsqu'on parle des explosions atomiques de Reagan, on n'est pas très loin du 13 février 60, première explosion, crime atomique de Reagan, 13 février 1960, gerboise bleue. La puissance de la bombe était plus de 4 fois, 7 fois sept Hiroshima fois et Nagasaki. Hiroshima. Oui. Ce qui est terrible, ce n'était pas un essai, c'était une gigabombe équivalente à 7 fois Hiroshima et Nagasaki. Effectivement, le mot essai a été pris dans le texte relatif aux accords d'Évian. Et c'était à bon escient pour les Français de parler d'essai nucléaire. Alors, le mot essai est apparu pour la première fois, je dis, dans le texte des accords d'Évian, mais jamais suivi du mot nucléaire. Il s'agissait d'essais scientifiques. C'est tout ce que comportait donc le texte. Mais en fait, l'idée sournoise de l'armée française et de l'État français, parce que ça servait l'État français, parce que ces explosions ont permis à la France d'accéder au club nucléaire Très fermé. et de devenir une puissance nucléaire. Donc le mot essai pouvait contenir plusieurs choses. Et effectivement, il y avait l'essai de la navette spatiale, il y avait des essais chimiques, il y Avec avait... de Nemours notamment. Voilà, tout à fait, qui continuent à produire leur malheur jusqu'à présent.
Donc, s'ils avaient mis explosion atomique, on est en 60, on est très près de 39-45, on est très près d'Hiroshima et de Nagasaki. Là, ça aurait sans aucun doute titillé le club, comme vous le dites si bien, fermé des puissances atomiques, et on ne lui aurait jamais permis, de toutes les façons, on n'a pas pris la permission, on ne lui aurait jamais permis de faire un tel désastre. Alors, je reviens simplement à ce mot « essai », qui est à bannir maintenant. C'est fini, tout le monde sait, tout est prouvé pour dire que nous sommes dans une phase d'explosion atomique et non pas d'essai atomique. Alors, le mot « essai », je vais le relier à 1957, lorsque le représentant de l'État français est allé à l'ONU pour demander l'autorisation de faire des essais nucléaires en Algérie. Alors, il s'est permis de dire deux choses qui se sont avérées tout à fait fausses par la suite et qui incriminent aujourd'hui la France grandement. Nous allons faire des essais dans le Sahara où nulle âme humaine ne vit et nulle trace animale n'existe. On parlait de désert à l'époque, de zones désertiques. Désertique. Mais quand il dit il n'y a personne, pas d'animaux, rien du tout, pour ceux qui sont à New York, pardon, ils pensent que c'est vrai. On ne met pas en doute la parole d'un État qui vient quémander une autorisation. Et donc là, vous voyez que le mot « essai » peut trouver sa place. Et malgré ça, ils ne l'ont pas autorisé. Et lorsqu'on parle d'essai, Maître Ben Brahim, essai au pluriel, est-ce à dire que c'était des essais au pluriel en atmosphère libre? Cela supposait essai contre les populations, Tout à fait. essai plutôt sur les populations, qu'on appelait dans le jargon colonial PLO, Oui. population laborieuse des oasis. Donc, essai sur la population, les populations, essai sur la faune, essai sur la flore, essai sur le milieu, la roche, le sol, l'air, l'eau. Et donc, c'était effectivement des essais multiples, mais contre l'homme, la nature et l'environnement. Tout à fait. Alors, il serait intéressant de replanter le décor. Vous venez de dire quelque chose d'extraordinaire. Les populations laborieuses des oasis. Donc, il y avait des gens. Ouais. Il y avait une population sur ce terrain. Donc, premier mensonge de Jules Moche. Deuxièmement, ces essais, il y en a eu en atmosphère et il y a eu en souterrain. Ils ne reconnaissent que quelques-uns. Parce qu'en fait, il y en a 47. Il ne faut pas oublier tout ce qui a été fait comme expérience dans les puits, dans les nappes d'eau. Donc, il y a eu des explosions qui sont restées secrètes jusqu'à ce jour. On ne nous dit pas exactement où, quand et comment. C'est vraiment par truchement et par étude très poussée de certains documents secrets de l'armée française que nous avons réussi à reconstituer le puzzle. Lorsqu'on parle d'expérience sur les humains, et puisque nous sommes dans le cadre des crimes contre l'humanité, effectivement, ces explosions ont été faites dans le but d'atteindre d'abord et en premier lieu l'homme, c'est l'être humain, d'abord. Voir ce que ferait une explosion sur une population locale. Donc ils ont été pris à leur insu comme sujet d'expérimentation. On ne leur a jamais dit, on ne les a jamais informés et on ne les a jamais équipés contre cette expérience. Ce qui veut dire, oui, effectivement, ce qui veut dire qu'ils ont vraiment été utilisés comme des rats d'expérience. C'est un laboratoire à ciel ouvert. Mais il faut quand même souligner que ce n'étaient pas simplement les Algériens qui avaient été pris en otage par cette bombe ou par ces scientifiques. Il y avait également les appelés français, et il y avait chose que vous ne trouverez jamais dans aucun texte, dans aucune rédaction, eh bien c'est les Français
qui habitaient la région. Il y avait des Français qui habitaient la région. Ils étaient enseignants, ils avaient des professions, ils vivaient parmi les Algériens. Et jamais l'armée française et l'État français n'a fait état de ces Français parce que eux aussi ont été pris en otage dans cette explosion et non pas essai. Parmi ces explosions, on peut citer 1er mai 1962, Oui, ça c'est l'accident du l'incident Beryl. Beryl Oui, dans la montagne Tin Aflan, dans c'est l'ouest ça. de Tamanrasset, Oui. et Pierre Messmer, qui était ministre de la Guerre, quelques années après, il est décédé des suites Voilà. de ce nuage radioactif qui est sorti de la montagne de Tin Aflan du côté d'Ineker. Alors, cette histoire est extrêmement importante dans l'histoire du nucléaire à travers le monde. Parce que Mesmer était ministre et il est venu effectivement assister à cette explosion qu'ils ont qualifiée dans un premier temps, alors qu'ils le savaient parfaitement, de tout à fait banal. C'était un spectacle, comme il le disait, parce qu'effectivement, les couleurs de la bombe atomique sont très très belles. Elles sont de Oui. toutes les couleurs, ça vire pratiquement, c'est une panoplie de couleurs, c'est vraiment un décor irrésistible. Alors cet accident, il faut le considérer comme le premier accident nucléaire à travers le monde. Tchernobyl n'est rien À côté devant. de ce qu'ils appellent l'incident, mais qui est un accident nucléaire, Beryl, 1er mai 62. Tout à fait. Alors Beryl, c'est le premier grand crime de cette explosion, puisqu'il y a eu la montagne qui s'est fendue et la radioactivité est sortie donc de cette montagne, et les preuves existent jusqu'à ce jour. C'est une zone qui est Tout est vitrifié, interdite, oui, tout exactement. autour. Ouais. Tout autour, c'est un très 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 grand cercle noir, et les gens qui prennent l'avion pour aller dans le sud peuvent constater cette zone. Ils se posent la question, pourquoi au beau milieu du désert nous avons cette tache si noire? Eh bien, cette tache si noire, c'est la preuve du premier Tchernobyl à travers le monde. Ineker C'est- qui était habité, Maître Ben Mais bien Braham, sûr, et Namguel juste à côté, qui était habité tout le depuis, sud. j'allais dire, quelques siècles, et donc c'était pas si innocent que Tout cela. à fait, tout à fait. D'ailleurs, quand le dossier secret sur les essais scientifiques, ils l'ont appelé comme ça, donc le rapport français en 2005, parce que le délai de libération des archives militaires Déclassification. avait expiré. Et donc, ils ont mis sur le net, c'était du temps de Sarkozy, ils ont mis sur le net ce rapport. Eh bien, ils ont toujours dit que c'était une zone inhabitée. D'accord? On veut bien les croire. Mais ce rapport parle de 40 000 personnes qui étaient sur place. Ça veut dire que le recensement des populations avait été très bien fait par l'armée française. Ils savaient sur quel type de population ces explosions allaient se produire et quels effets ils allaient avoir. Et donc, encore là, le sujet de ces explosions, c'était les populations locales. Les populations locales, qu'on appelait, on ne le rappellera jamais assez, par la dénomination coloniale de PLO pour population laborieuse des oasis. Alors, dans ces Pardon, oasis-là, laborieuse. oui, laborieuse, Je voudrais oui, revenir à ce mot laborieuse. dénomination coloniale. Hein. Mais elle a son Oui, oui. sens. Pourquoi? Parce que les populations qui étaient sur place avaient été utilisées des années avant pour tracer les tunnels, pour La électrifier, piste vers pour, Hamoudia voilà, 2.0, oui. pour construire, pour les bases aériennes. Donc, il y a eu pour tout cela des populations locales. Alors, qu'est-ce que c'est que ces populations locales? Alors, il y a eu d'abord des gens de la région, parce qu'ils étaient des journaliers, ils allaient travailler pendant la journée, le soir, on leur donnait un pécule avec un petit papier. Ceux-là n'ont jamais été inventoriés. Si, eux, ils les ont inventoriés, mais on n'a pas pu trouver le nombre, parce qu'on n'a pas réussi à voir le nombre. Il y a ceux qui travaillaient, qui étaient salariés.
Nous avions un Ouais. infirmier avec lequel nous avons beaucoup travaillé. Et d'ailleurs, c'est à partir de ces gens-là, Ammi Mohamed El-Ghani et tout ça, Rgani. qu'on Ouais. avait réussi à comprendre qu'il y avait des enseignants français, donc une population, je dirais laborieuse, Ouais. parce qu'elle aussi Ouais. travaillait, n'est-ce pas, des oasis. Effectivement, il était donc... il y avait plusieurs autres catégories de... Je vais vous expliquer comment ça s'était passé. D'abord, ils sont allés chercher les Sénégalais, tous les gens d'Afrique, pour les faire venir pour travailler. Ils étaient plus près du point zéro que ceux qui étaient à Alger. Mais Alger et les environs, et même toute l'Algérie, je suppose, et je suis presque sûre à 99%, qu'ils sont allés prendre des gens d'un peu partout, ils les prenaient pour une durée de 3 ans, de 3 mois. Alors, ils les embarquaient dans des camions militaires et après, c'était dans des cargos. On les déversait donc dans le sud et ils devaient travailler gratuitement pour 3 mois. Et au bout de 3 mois, on ramenait, donc on les faisait partir et on ramenait, Renouveler voilà. la main-d'œuvre. C'est pour que les gens ne puissent pas donner des explications sur le travail qu'ils étaient en train de faire. D'accord. De l'autre côté, comme je vous disais, il y avait des gens qui travaillaient et qui avaient donc un statut de travailleur. Donc voilà le labeur qu'ont présenté tous ces gens pour l'infrastructure de l'établissement des bases et des centres opérationnels, donc de recherche, etc., sur la région. C'est vous dire que ça a pris un temps assez long avant qu'ils ne fassent exploser leurs bombes, où ils ont exclu à ce moment-là les Algériens. Mais avant d'exclure les Algériens, les populations laborieuses des oasis étaient aussi dans les oasis, travaillaient. Rghan, euh, il y a un nombre en ruine malheureusement, un nombre anormalement élevé de minoteries. Cela suppose qu'il y Oui, avait que une Rghan vie, ait une vie. oui. Rghan était autosuffisante en céréales et exportait même vers d'autres régions. Et tout cela a été atomisé, c'est le cas de le dire. Donc, Volontairement, volontairement atomisé. Et je vais vous dire pourquoi le choix s'est arrêté sur Rghan. Rghan, effectivement, était une zone très florissante où il y avait beaucoup de juifs, puisque les juifs, à l'époque, vivaient en toute convivialité avec les Algériens. Mais il y avait toujours une concurrence sur le plan commercial entre le juif et l'Algérien. Et après, il y a eu des problèmes qui ont touché un petit peu à la religion, etc. etc. Et là, il y a eu un grand monsieur, El Mrili, connu, n'est-ce pas? Et l'entité sioniste dispose dans ses bibliothèques d'un nombre extraordinaire de livres qui ont étudié la vie et la politique de Sheikh El-Mrili. Sheikh El-Mrili. Et maintenant, en Algérie, on commence à revenir vers cet homme qui a été très, très, très important dans le Sahara. Alors, il y a Dans eu tout une le lutte. Touat. Oui, oui, oui. Oui. Il y a eu une lutte assez forte entre les Arabes et les Juifs. Et grâce à l'orientation et à la lutte qu'avait menée donc le chef El-Mrili, il a pratiquement exterminé les Juifs de cette région. Et cette région était très, 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 très chère aux Juifs. D'ailleurs, jusqu'à présent, moi je fais beaucoup de voyages pour essayer de comprendre un petit peu l'histoire cachée, etc., nous trouvons des tombeaux d'anciens religieux juifs. Et quand on pose la question, on dit Hada nta sidna, c'est-à-dire un Ouais. musulman, ou Hada nta al-Yahudi. Donc, Notamment du côté de Tmantait, maître. exactement, il y en a beaucoup, il y en a encore quelques-uns. Enfin, moi je dis beaucoup parce que quand j'ai plus de 3, 4, 5, je dis beaucoup parce que Oui, c'est un repère historique pour moi. Et donc le choix de Rghan n'est pas venu comme ça. Si vous voulez que je vous raconte comment on est arrivé à Rghan, je vous le dis, si vous voulez qu'on la laisse pour le 13 février, c'est et comme on vous voulez. peut... On va peut-être faire. Aïcha, la réalisatrice, me dit qu'on veut. Oh, il y a des écouteurs, j'allais dire, il y a des auditeurs derrière la vitre. On va se prendre une petite pause musicale et on revient. D'accord. Ya Bledi, on revient avec vous, maître
Fatma Zahra Ben Baraham, vous êtes spécialisée dans les crimes coloniaux, j'allais C'est dire du droit, maghrébins. hein. Oui, C'est c'est du du droit. droit. C'est du C'est droit du droit. pur. C'est du droit pur. Et en droite ligne, les crimes coloniaux, la colonisation, qui est une série de crimes coloniaux. On parlait à l'instant de ce que certains appellent essais, même au pluriel, mais ce que nous définissons comme étant des explosions atomiques et même des crimes atomiques ou nucléaires, maître. Tout à fait. Tout à fait. Et on en a beaucoup parlé, ou peut-être pas assez, pour expliquer. Plutôt pas assez. Pas assez. Je suis Oui. d'accord avec vous. On parle souvent à l'approche du 13 février 60, de Gerboise bleue, de cette gigabombe qui fait jusqu'à 7 fois celle d'Hiroshima ou de Nagasaki. Mais on a parlé à l'instant de ce qu'ils appellent l'incident, mais qui est un accident, le premier accident nucléaire de l'histoire. Accident en atmosphère libre du côté de la montagne Tin Afla, pas loin de Ineker, Ain Mguil. Alors, il faut savoir qu'il y a un champ captant d'eau et qu'il y avait une magnifique oasis à Ain Mguil qui a dû alimenter Tamarasset pendant des litres. Donc, il y avait de la vie et ça, on le savait, Maître Ben Baraham. Une très belle vie d'ailleurs. Les gens qui sont arrivés, les militaires qui sont arrivés, qui ont trouvé ces oasis absolument magnifiques, parce que jusqu'à présent, quand on parle d'oasis en France, par exemple, alors c'est les chameaux, c'est le Sahara, mais c'est également les palmiers, c'est les grandes masses d'eau, C'est la vie. c'est la très belle vie. C'est la très belle vie, et c'est hallucinant combien de gens s'imaginent un petit peu vivre ne serait-ce que quelques jours dans ces oasis de paix. On les appelait les oasis de paix. Malheureusement, elles sont toujours oasis, mais maintenant, c'est des oasis qui font le malheur de leur population. Alors, nous nous étions arrêtés à un fait qui est quand même très significatif. Pourquoi le choix d'Urgen? Nous l'avons donc expliqué. Et nous vous allons parler du choix qui a été fait par la France. En fait, ce n'est pas la France qui a décidé de cet endroit-là, c'est je ne sais pas comment je dois dire les séfarades, peut-être non, c'est même pas les Juifs, parce que nous, on était en bon terme avec les Juifs. On n'a jamais, depuis 1492, quand ils sont venus en Algérie, c'est nous qui les avons reçus. On vivait en bonne harmonie. Il n'y avait pas chacun respectait sa religion. Ce ne sont pas les Algériens qui les ont discriminés non, pas avec du tout. décret Crémieux ou autre. Exactement. Décret Crémieux, que beaucoup de gens ne savent pas que quelques années après, la France l'a retiré. Exact. Ça, il faudrait qu'on le sache. Ce flottement-là, les Juifs eux-mêmes ne le savent pas, et encore moins les sionistes, ou s'ils le savent, ils préfèrent encore le cacher. Donc, comment les choses se sont déroulées? Excusez-moi de le dire, je dis à nos auditeurs, parce que j'aime bien respecter le mot exact. Vous savez, en histoire, on n'a pas le droit de politiser l'histoire. Il faut rester neutre. Donc, c'était le choix d'Israël. Pourquoi Israël? Parce que Israël avait déjà eu sa bombe atomique sans le dire à personne. Donc, c'est les savants juifs qui ont fait tous les calculs. La bombe nucléaire israélienne aidée par les Français. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Ah, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est eux qui avaient fait cette bombe atomique, mais qu'il avait gardée secrète, parce qu'il n'avait pas été autorisé. Ce n'était pas un État au point où il pouvait avoir son poids à l'ONU et devenir une puissance mondiale. Ce n'était pas du tout. Au point de pouvoir nucléaire, faire vous rendez une compte? explosion atomique. Tout à fait. Ni les territoires pauvres. Ni les territoires pauvres. C'est ça l'histoire. L'histoire, c'est fouillé et farfouillé. Donc, ils ont eu l'engin, mais il était inactif. Il fallait l'expérimenter, cet engin. Et qui mieux Ils n'allaient pas donner cet engin aux Français. Non, ils allaient garder l'engin, mais donner la technologie aux Français. Et c'est pourquoi il y avait donc des Juifs qui ont pris donc tous les calculs et qui sont allés en France pour fabriquer
cette bombe? Cette bombe, dans la discussion, remonte déjà à 1947, hein, mais c'est long à expliquer, c'est très technique, c'est pas le moment. Nous, on veut informer Ça va nos venir. auditeurs, Ouais. oui, oui, de ce qui est le plus important. Donc, cette bombe a été pensée par les Juifs et construite chez les Français, en France. D'ailleurs, à un certain moment, De Gaulle se trouvait à sa fenêtre, dans son palais de l'Élysée, il prenait sûrement l'air, et puis il voit une 2 chevaux arrêtée à côté de l'entrée du palais. Et il leur dit, mais que vient faire cette 2 chevaux ici? Et ses assistants disent, mais monsieur le président, c'est le chercheur juif que nous avons appelé pour nous donner les secrets et nous fabriquer donc notre bombe. Qu'est-ce qu'il leur dit? Déplacez-le, lui et sa voiture, avant même que les locataires de l'Élysée ne s'en rendent compte. Vous voyez le secret dans Absolu. lequel, Ouais. oui, était enveloppée cette fabrication. Il fallait que le secret soit bien gardé. Tout à fait, tout à fait. Et il ne faut pas oublier qu'en 1960, il y a un gros problème entre De Gaulle et les putschistes. Donc ça aussi, De Gaulle en avait terriblement peur. Il avait peur qu'on puisse savoir ce qui se passait et qu'on s'accapare de la bombe quand elle serait acheminée donc en Algérie. Donc c'est un Ouais. très 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 grand secret. Et là, quand la bombe a éclaté en Algérie en 1960, la première ministre de l'État de L'antitétionniste. l'antitétionniste est allée voir donc le président américain. Et elle lui dit, vous savez, monsieur le président, nous avons, nous aussi, notre bombe atomique. Et lui, je ne sais pas s'il a feint l'ignorance ou si vraiment il ignorait. Il lui a dit, mais on ne vous a jamais donné d'autorisation. Elle lui dit, monsieur le président, nous sommes l'État tampon et c'est grâce à cette bombe que nous surveillons le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient. Donc nous vous protégeons. Et vous comprenez à partir de là le lien très étroit et la protection des USA à cet État Alors, sioniste. gendarme dans la région du Proche et Tout du à fait, Moyen-Orient. tout à fait, avec une bombe orientée sur le Moyen-Orient. Évidemment, les Américains trouvaient que c'était intéressant, mais comment le dire, comment... Alors, il a eu une fameuse phrase, il sermonne le Premier ministre et lui dit « Mais pourquoi vous nous avez rien dit? Il aurait fallu nous dire. Enfin, bref, on ne peut rien contre vous. Vous êtes la petite sœur des USA. » La petite sœur des Oui. USA. Donc l'État sioniste, petite sœur des USA. Et donc l'explosion en Algérie de cette bombe nucléaire, en fait, c'est le parachèvement du travail fait par les sionistes. Donc l'expérience, si elle avait été réussie, parfois, il faut dire les choses telles qu'elles sont, elle n'était pas réussie à 100%, parce que c'était des apprentis sorciers, c'est pour ça qu'on les appelle les apprentis sorciers, mais quand même, elle a eu son impact et elle a permis à la France de s'introduire dans le club atomique. Donc vous voyez qu'en arrière-plan, il y a beaucoup d'effets politiques qui sont cachés et que nous dévoilons dans ce genre d'émission. Finalement, si ce que vous venez de nous dire, c'est pratiquement une bombe développée techniquement par C'est l'antitétionniste ça, qui a servi aux séries gerboises, commencées le 13 de février l'expérimenter en 60, Algérie. expérimentées en Algérie, Et où euh, Arguen. Arguen, Hamoudia, non loin Oui. du lieu Mais pourquoi Arguen? Oui. On revient à la Oui. question. Arguen, parce qu'il n'y avait plus aucun juif et il fallait punir en tout quelque à sorte et le fait, territoire et les populations. exactement, C'est quand même diabolique. c'est il faut le diabolique, dire. mais c'est puisqu'en disant que l'Algérie étant colonisée, que la colonisation est une série de crimes coloniaux, que le 13 février 1960, il y a eu le premier crime atomique dans l'histoire de l'humanité.
Maître Ben Braham, Non, en parce qu'il visait 1960. le 13 février Non, 60. non, 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 il non, y a il eu y a eu d'autres. Hiroshima, Mm. Il Nagasaki, y les avait essais, d'autres, il y avait mais d'autres, le Kazakhstan et tout ça. Mais c'était des cachés, expériences. mais c'était des expériences. Sauf pour Nagasaki, où c'était une véritable explosion, C'est- où C'était une 250 guerre. 000. Voilà, c'est ça. Mais, Ça, c'était mais le une guerre. 13 février Oui, c'était une arme, 60, là, c'était une arme on parlait d'expérience. d'un désert et non pas d'un Tout à Sahara, fait. mais d'un autre côté, on parlait de populations laborieuses qu'on le disait à l'abri, ce qui n'était pas le cas Non. du fait que, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a très peu de femmes du côté d'Erguenne qui peuvent arriver jusqu'au terme de leur grossesse, et les rares femmes qui arrivent au terme de leur grossesse, c'est pour donner des malformations totalement ingérables sur le plan santé. Effectivement. Alors, je vais vous expliquer ça parce que c'est un gros morceau. C'est un très gros morceau. D'abord, on revient aux explosions. À la veille et l'avant-veille des explosions, les militaires sont allés voir les gens qui habitaient sur place. Ils leur ont dit fermez fenêtres et portes, ne sortez pas, et quand vous entendrez une explosion, il faut faire ce geste, c'est-à-dire se fermer les yeux et baisser la tête. Les gens ne comprenaient pas pourquoi. Mais une semaine avant, les photographes de l'armée sont passés dans toutes les maisons. Et ils ont photographié, moi j'ai les photos des femmes, je n'ai pas les photos des hommes. Dans toutes les maisons, Oui. et donc il y avait plusieurs Mais maisons. bien Donc, sûr, voilà, il y avait quand les... même 40 000 d'après eux, hein, d'après le rapport de 2005. Alors ils disent qu'il y avait 40 000 personnes. Donc ils ont fait le recensement de toutes les femmes. Je vous dis, je n'ai pas trouvé d'hommes avec cet écriteau autour du cou. Mais vous avez déjà vu dans des émissions de télé auxquelles j'avais participé, il y avait des photos de femmes avec un petit écriteau, et cet écriteau portait un numéro. Quand on a eu ces photos, on ne comprenait pas. On l'a demandé au mari, et ils nous ont dit, on nous a dit de faire les photos de nos femmes pour qu'on leur fasse des cartes d'identité. Donc ça, c'était le pourquoi motif. le numéro sur le torse? Eh bien, Ouais. des années après plusieurs recherches, j'ai réussi à savoir ce que c'était. Le numéro qu'il y avait sur le buste de ces femmes, en fait, c'était un numéro d'immatriculation. C'est-à-dire que lorsque vous voyez par exemple 3687, cela veut dire qu'il y avait 3687 femmes. 88, 89, 90. Et donc... C'est un numéro de série. Voilà. Donc c'est le nombre de femmes qu'il y avait sur les lieux. Après leur avoir expliqué donc ça, après avoir mis les photos récupéré les photos, l'explosion a eu lieu. Et l'explosion a fait voltiger tout ce qu'il y avait comme toiture, fenêtres, etc. Le souffle était très puissant. Donc la radioactivité est rentrée en grande pompe, si on veut dire, dans les domiciles. Quel a été le résultat immédiat? Dans la semaine, la quasi-totalité des femmes qui étaient enceintes ont avorté. Plusieurs personnes ont perdu la vue sur le champ, ceux qui avaient regardé donc le nuage atomique. Et il y avait énormément de maladies que les gens ne comprenaient pas, des paralysies, des ceci, des cela. Donc, il faut revenir à un point important. Cette explosion a été faite sur les humains, donc c'est une expérience sur les humains. Sur les animaux aussi. On parle d'abord oui, les animaux bien sûr. Et les humains. Parce que ces expériences sur les humains ont été qualifiées des années après par le statut de Rome de crimes contre l'humanité. Et c'est très important, l'expérience sur les humains. Mais la deuxième expérience que les Français attendaient, c'était au bout de la 60e année après les explosions. Vous savez qu'ils sont venus en demandant, écoutez, on voudrait bien faire une enquête épidémiologique pour savoir... Et moi, j'étais de ceux qui se sont opposés. D'ailleurs, c'était moi qui avais commencé. 60 ans après, calculé 62, peut-être 2020, peut-être 2020 ou 2020, peut-être 2020. Et j'ai dit non, attention, c'est un danger. Quel était le danger? Vous savez que les premiers effets des explosions atomiques se font ressentir 60 ans après l'explosion. Donc, ils ont attendu le délai de 60 ans et ils sont venus, soi-disant, présenter leur offre de service et leur aide, non pas pour l'intérêt des Algériens,
mais pour en fait faire une, Un une retour enquête, d'expérience voilà, pour sur, échantiller, voilà, échantillonner. pour aller sur le chapitre Ouais. des 15. conséquences des explosions atomiques 60 ans après. Parce que c'est l'âge où les premiers signes de la radioactivité dans le corps commencent à se faire ressentir et voir le nombre de monstres qui sont nés, le nombre de ceci, le nombre de cela. Ça, c'est une expérience qu'ils n'ont pas pu faire. Il faut signaler que les effets du nucléaire persistent dans le monde, sur le terrain. En fait, l'âge total, les explosions à l'uranium et au plutonium, c'est 24 400 ans. Et la demi-vie du plutonium, c'est 48 800 ans. Ça, c'est l'âge réel. Mais 24 400 ans, c'est la moitié de l'âge. Ça veut dire que la demi-vie. Ça veut dire qu'on continue à subir tout cela. Mais ce qui est le plus dangereux, c'est quoi? C'est que les résultats de l'expérience atomique transforment le gène humain. La génétique est atteinte. Et si on parle de génétique, on parle de ce qu'il y a de plus sacré que Dieu a créé, c'est l'homme. Et c'est pourquoi on revient pour faire une étude comparative entre Tchernobyl et chez nous. Vous avez vu le nombre de personnes, des monstres dans une famille, vous en avez 4 et 5, c'est extraordinaire. Et ici aussi, nous en avons beaucoup. Donc la génétique étant transformée, il y a une mutation. Une mutation de l'humain, tout à fait. Et la France a essayé en 2020 de venir en Algérie pour constater, prouver, voilà. Continuer son expérience. Continuer son expérience, voilà. Ses essais sur l'humain. Sur l'humain. 60 ans après. Soit ça. Et l'État algérien a refusé, on s'y est opposé, on a écrit en disant attention, voilà le danger qui nous attend, et ils n'ont pas été reçus. Donc vous voyez que le crime est un crime continu, parce que ce crime continue à tuer sur notre terre et à transformer le génome humain. Le gène humain est complètement transformé. Et aujourd'hui, vous l'avez si bien dit, et c'est juste, nous allons partir dans quelques jours à Algen, et j'ai fini par établir des réseaux assez sérieux sur place de personnes maintenant, parce qu'il y a une prise de conscience de la jeunesse, ils travaillent beaucoup sur la région, et il semblerait que jusqu'à présent, les femmes continuent à enfanter des petits monstres avec des formes tout à fait bizarres. Il y a beaucoup de malformations. Et ceux qui sont nés avec des malformations, et ils subissent la malformation jusqu'à ce jour. Et il y a un autre phénomène, pour avoir travaillé sur ce sujet depuis quelques années déjà. Arguen, on constate la prévalence, c'est la région où il y a le plus grand nombre de personnes atteintes de cancer dans une région où on ne connaît pas quasiment le tabac, qui est l'un des premiers facteurs, certaines pollutions dues au diesel, où il n'y a pas un parc automobile assez dense. Et donc, ce nombre anormalement élevé de cas de cancer à Arguen ne peut s'expliquer que par les explosions atomiques, et qui posent un problème de santé. Et comment régler ou aborder cette thématique avec la France coloniale et la France post-coloniale dans le cadre de ce que les Français appellent le principe du pollueur-payeur. C'est une question de droit. C'est une question de droit international. Oui. Le pollueur-payeur, c'est un principe retenu par tous les pays. C'est pollution de l'atmosphère, des mers, etc. Donc c'est un principe général. Pardon, mais ce que je voulais vous dire, toujours pour aller dans votre sens, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un véritable drame. Un véritable drame a plus d'un sens. Les maladies radio-induites ont été répertoriées la première fois par les Américains et les Anglais. Donc il y a une maladie de radio-induite. Et ce n'est pas obligatoirement des cancers. Les cancers en font partie. Ouais. Mais il y a d'autres maladies, par exemple les maladies cardiaques, par exemple la thyroïde, la tension. Toutes ces maladies sont considérées
selon les normes internationales, comme des maladies radio-induites, c'est-à-dire qu'elles dépendent directement de la Et toute une radioactivité. série, si vous Tout à permettez, fait. maître, de malformations comme les syndactylies. On a remarqué beaucoup de doigts raccourcis Oui, oui. parmi les enfants d'Origuen. Oui. Alors, la surdité, par Oui. exemple, également. Mais la France, quand elle a fait son mea culpa, elle n'a retenu que 13 maladies radio-induites. Et il y a un combat entre les vétérans des explosions atomiques, entre les Polynésiens et nous. On n'est pas nombreux malheureusement à le faire, mais on est là, on veille et parfois, vous savez, à partir de notre petit coin d'Algérie, on dirige les autres populations qui ont subi la même chose que nous. Je dis bien, on les dirige, on les oriente, on les encourage. Et c'est pourquoi, par exemple, la Polynésie, lorsqu'elle a déposé sa plainte au tribunal pénal international, eh bien, la partie algérienne, c'était la première partie sur laquelle elle s'est appuyée pour asseoir ses requêtes. Et un jour, je vous rapporterai la requête et on pourrait en discuter. Donc, euh, les maladies radio-induites ne sont pas toutes répertoriées en France. Il n'y en a que 13. Là, ils sont en train d'arriver jusqu'à 16 simplement. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que le cancer. C'est pourquoi quand on parle de maladies radio-induites, il y a et les cancers et les autres types Tout ce de qui est lié maladies. aux explosions Tout à nucléaires. fait. On le sait, la première explosion atomique, celle du 13 février 1960, Gerboise Bleue, a généré un nuage radioactif qui a qui s'est disséminé Merci vers le d'avoir posé cette nord, question. jusqu'au Portugal, mais aussi Oui, jusqu'au sud. Tchad. Et donc, il y a des maladies radio-induites dans Ouais. tout le Sahel ou dans une grande partie du Sahel ou de la bande sahélo-saharienne. Alors c'est bien d'imager d'abord cette catastrophe. Quand il y a eu le premier nuage radioactif, c'était très joli, comme je vous ai dit, selon les déclarations des appelés qui étaient sur place. Et alors, il y a un truc surprenant que je n'arrive toujours pas à m'expliquer, et même les médecins n'arrivent pas encore à expliquer. Ils m'ont dit, parce qu'on les a connus, les vétérans, ils venaient en Algérie, on a beaucoup travaillé avec eux. Certains nous disaient que lorsque l'explosion a eu lieu et que nous étions dans des tranchées, lorsqu'on se regardait mutuellement, on voyait tout à travers notre corps. C'était comme si c'était fluidifié, comme si c'était Ouais. de l'eau. Il disait qu'on voyait nos organes bouger. C'est-à-dire il n'y avait plus de Comme on peau. faisait un téléthorax, comme une Exactement. radio. Exactement. Mais tout était transparent. Il disait, on était liquéfié, on était comme de l'eau. Ça, c'est pour imager Oui. simplement. Alors revenons maintenant à ce nuage radioactif. Ce nuage, pour la première explosion, il fallait le surveiller. D'abord, vous savez qu'on fait une explosion atomique après avoir bien contrôlé la météo, pour Bien sûr, savoir la dans quel direction du sens. vent, Voilà. surtout. Et donc la direction du vent orientait ce nuage vers le sud. Alors tant que c'est des Africains, tant que c'est des Noirs, un pays sous-développé, un pays colonisé, on peut y aller. Et il y avait deux hélicoptères avec deux aviateurs dans chacun qui ont suivi le nuage Bien. radioactif. Et le nuage radioactif est allé justement jusqu'au Tchad. Et un coup de Dieu, n'est-ce pas, le vent a changé de direction. Et donc le vent est revenu et il a pris de plein fouet les deux hélicoptères qui le suivaient. Donc, il y a eu sur le champ un qui est mort et l'autre qui est devenu aveugle. Heureusement qu'il y en avait deux, hein, parce que Bah, sinon, sinon, ça aurait été la catastrophe pour eux. Et donc, ce nuage est revenu et il est allé, il a commencé, donc il a traversé tout le nord de l'Algérie, la la Méditerranée, Méditerranée. Il est allé d'abord en Espagne, le sud de la France, donc le Marseille, etc. Mais il a touché l'Italie, etc. Il est allé jusqu'au Portugal et peut-être un peu plus haut que le Portugal. Donc, nuage radioactif, je reprends le journal El País. espagnol, oui. 4 jours après, il y a eu un étonnement extraordinaire en Espagne, parce que c'était la première région qui avait reçu donc qui avait été impacté. Voilà. Et alors, le journal El País disait, nous n'avons pas compris pourquoi il y a eu un nuage, une pluie noire qui s'est abattue sur l'Espagne. La France n'a jamais voulu dire que c'était le résultat de l'explosion et le nuage. Jamais.
Et c'est pour ça que la carte du nuage radioactif, elle n'a été délivrée qu'en 2014, Oui, ça lorsque fait quelques nous années. avons Oui. été au Sénat, où j'ai moi-même donc inscrit l'Algérie comme pays victime des explosions atomiques en Algérie. D'ailleurs, beaucoup de pays, beaucoup de ministres, parce qu'il y avait beaucoup de ministres de défense, entre autres Paul Quilles et Morin qui est arrivé à la dernière minute, donc il n'a pas pu assister, mais nous avons discuté à l'extérieur de cette question. Et donc, nous avons inscrit l'Algérie et nous avons parlé du nuage radioactif. Et là, j'ai quelques photos où, par exemple, le ministre de la Défense anglais, quand j'ai commencé à parler, il se tenait la tête comme ça parce qu'il était terriblement étonné et parce que la France avait maintenu ce secret vis-à-vis des Elle est autres toujours pays à l'égard cachée donc volontairement. de l'Algérie. Alors, le, le, le nuage était tellement important que jusqu'à présent, il continue à tuer dans tout le bassin méditerranéen. Et dans ma conférence du Sénat, j'ai eu l'audace de dire aux Espagnols qui étaient présents, j'ai dit, mais enfin, réveillez-vous, vous, les Italiens, et tout ça. Mais vous êtes tous pollués par les explosions atomiques algériennes. Mais la France n'a jamais voulu vous dire, mais maintenant, vous le savez, donc essayez. Et ce qui était extraordinaire, c'est la région marseillaise, c'est celle où il y a le plus grand nombre de cancers. Quelques jours après, on m'appelle, on me dit, vous savez, on est en train de faire des statistiques et on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait énormément de cancers. Donc c'est la France. Je dis, voilà, et ben la France vous a servi la mort sans vous le dire. Ah oui, et celui qui sème le vent récolte la tempête, Voilà. j'allais dire. Et de manière régulière, il y a eu, je pense la dernière fois, ça fait 2 années, Oui. 2022-2023, on a parlé d'une pluie de sable radioactif sur le sol français. Oui, il n'y a pas très longtemps Oui. aussi, ça s'est reproduit. Alors là, les Français étaient alarmés parce qu'ils se sont réveillés le matin. Il y avait une fine pellicule de sable très très fin. Alors, ceux qui ne connaissaient pas ont touché, mais dès que l'information a été donnée, personne n'a pris sa voiture. Donc, ils ont commencé à nettoyer avec de l'eau. Alors, je leur ai dit, que pouvons-nous dire, nous, qui vivons dans ce sable? Moi, je dis une chose. Moi, je suis très croyante et je crois vraiment en Dieu. Je dis, si ce n'était pas la puissance de Dieu et la protection de Dieu, il n'y aurait plus personne dans ce Sahara. Et le Sahara est là pour en témoigner. Les populations sont là pour en témoigner. On va aller à Regen, peut-être pour une émission spéciale avec vous et avec d'autres, avec les gens de la population laborieuse aujourd'hui aussi à Regen, où la vie continue malgré les crimes nucléaires et atomiques du colonialisme français. Maître Fatma Zahra Ben Braham, merci pour C'est cette moi qui vous émission. remercie. On se retrouvera dans d'autres. Inch'Allah.